commencer. Donc, je vois que vous avez tous bien respecté les protocoles sanitaires, tout le monde s'est noté en haut. Donc, ça y est, on peut démarrer. 1 mètre de distanciation. Gardez vos masques si possible. À la fin de la restitution, il y aura un micro qui va se balader pour que les échanges puissent avoir lieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes pour la restitution réunis aujourd'hui pour la restitution de la mission du projet Native. C'est un projet qui s'intéresse à la production de semences d'espèces végétales pour la restauration des pisciniers. Et in fine, il devrait donc fournir un cadre opérationnel et financier pour mettre en place une filière d'approvisionnement en semences végétales. Donc ce projet est coordonné par Yves Prodat, qui est consultant ingénieur écologue, et il est entouré par Terra Pacifique en la personne de Daniel Saint-Pierre et de l'UNC en la personne de Bruno Fugliani. Donc cette mission s'est déroulée sur une trentaine de jours en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on arrive à la fin, pratiquement, ou pas encore, Yves ? Fin de semaine. Fin de semaine. Donc voilà, donc je vous laisse entre les mains de Yves qui va débuter cette restitution. Merci. Ensuite. Bonjour. Putain, C'est comme ça, il faut que je partage. Ah, il voit. Je vais commencer par remercier le CNRT de nous avoir fait confiance. Excusez-nous, tu veux bien mettre là. Ouais, j'étais juste en train de. Les entités assistantes. J'essaye. Hein. Voilà. C'est un appel à projet c'est pas terrible ça. En mars 2020, auquel je peux faire. que vous avez devant vous à répondu avec l'acronyme Native. Putain, et puis, bon, démarrage un petit peu. Putain, il est où? C'est lequel, celui-là? Celui-là. Ouais. Désolé. Hein. Voilà. C'est bon. Voilà, vous avez l'acronyme Native. Et donc, je remercie de d'avoir fait confiance à cette équipe. Je remercie aussi le BNC pour les accueillir ce matin dans cette grande salle où il y a vraiment de la place. Et puis, je vais aussi faire un grand merci à tous ceux qui nous ont accordé du temps, qui nous ont rencontrés dans leur locaux, voire sur site. Et je ne pense pas que partie d'entre eux sont encore devant nous ce matin. Voilà. Et puis, je voudrais remercier une mention spéciale l'entreprise Kiran, qui finalement l'accueil dans ces locaux sur les pas sur le terrain. Et puis le véhicule, alors mention spéciale pour Daniel, parce que elle a fait jouer son carnet d'adresse, on a dit l'objectif était quand même de faire beaucoup de terrain, et grâce à, vous connaissez cette position de Siraz dans le paysage professionnel en Nouvelle-Calédonie, et bien grâce à Daniel qui m'a accordé beaucoup de temps, également, un peu moins, il était aussi occupé par cette fin d'année universitaire. Okay, c'est mon diapositive suivante. Comme je ne le vois pas. Tu veux te mettre là? Oui, peut-être. Ouais. Et après, il faut que tu dises. Oui, juste pour la flèche. La flèche. Très bien. Voilà, alors on est devant vous ce matin pour un tout petit moment, pour ce qu'on a appelé un atelier de fin de mission. C'était parti pour une restitution, mais honnêtement, là, on n'a pas grand-chose à restituer. On est encore en plein terrain. Cette semaine aussi, on part 3 jours. Donc, ce sera finalement un atelier plutôt d'échange informel. On va faire une petite présentation de 20 minutes, une demi-heure. L'objectif pour nous, c'est de parler le moins possible et puis de laisser le plus de place aux échanges. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement comment on a répondu à la demande du CNRT, qui a pu se passer ces 3 dernières semaines, et puis quelques axes de réflexion sur lesquels on vous proposera de lancer le débat juste après. Et voilà le programme Native, comment on a répondu à ce que le CNRT nous a demandé. 5 étapes. La première qui consiste à inventorier et synthétiser les connaissances et les pratiques. C'est là qu'on avait besoin et que j'avais besoin de rencontrer beaucoup de monde. Donc j'ai un peu joué Bob l'éponge parce que vous connaissez plein de choses, mais l'idée c'était qu'on puisse
rassembler tout ça, hein, et notamment en matière de connaissances et puis aussi en matière de recherche. L'étape 2, réaliser une mission d'audit des pratiques actuelles. Rebelote, là, pour le coup, je suis présent sur votre beau caillou. Ça a été assez intense comme emploi du temps. L'étape 3, une fois qu'on a fait cet audit et inventorié les connaissances, c'est rentrer dans une phase un peu d'analyse, de retour d'expérience, pour passer à l'étape 4, qui consistera, puisque c'est à venir, à pouvoir faire des préconisations pour améliorer l'existant, notamment en matière de gestion des semences. Et puis, cinquième étape, on va dire toute une série de mesures, de propositions, de programmes, de recherche, d'expérimentation pour aider au développement de cette filière. Alors, je voulais vous dire que sur l'analyse des pratiques et le retour d'expérience, c'est pas que je marche sur des œufs, que nous marchons sur des œufs, mais l'idée, c'est pas du tout d'être dans le jugement, c'est d'apporter un regard neuf. Moi, si je peux vous dire, je suis maître d'œuvre en métropole, ça fait 25 ans que je rédige des cahiers des charges pour des opérations de renaturation, de végétalisation, ça dépend des termes et les mots employés, sur tout type de secteur. Et très vite, la mission a démarré le 8 novembre, elle se terminera cette fin de semaine. Ça a été sur 4 semaines, mais en fait, parce que je participe également à un programme qui s'appelle INERMINE, qui concerne ce programme, c'est un programme également financé par le CNT et correspond à les pratiques, les techniques du génie végétal. Donc, il y a des recoupements et quitte à venir de métropole, on a donc fait 15 jours plus 15 jours et voilà pourquoi je suis sur le territoire pendant 4 semaines. On a eu beaucoup d'entretiens, notamment en début de mission. Voilà, je ne vais pas les reciter, mais les principaux intervenants, qu'ils soient donneurs d'ordre, chercheurs, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, entreprises. J'ai pu faire quelques visites de pépinières spécialisées et puis les visites de sites actuels de production de semences, j'en ai cité quelques-uns. Peut-être que j'en ai oublié encore. Voilà, et de ce travail, ce matin, on vient vers vous avec 3 axes de réflexion qui se dégagent comme ça un peu à chaud, on va dire. Une thématique sur les surfaces de production actuelles en comparaison des besoins de l'ensemble des surfaces qui sont à ensemencer. Un point sur, on va dire, la philosophie d'ensemble, les grandes idées et puis passer de ces grandes idées à des bonnes pratiques. Et puis un 3e volet, les connaissances et compétences à acquérir. Là, on a effectivement identifié, on va dire, pas mal de points sur lesquels on peut engager des réflexions et des travaux. Je te remercie beaucoup, Daniel. On sait un peu partager les interventions pour dynamiser tout ça. Bonjour à tous. Alors effectivement, le premier axe de réflexion qui se dégage de nos tournées de terrain concerne l'estimation des surfaces nécessaires, qui seraient nécessaires pour couvrir les besoins de la revégétalisation en Nouvelle-Calédonie. On s'est basé sur quelques données qu'on a aujourd'hui à notre disposition, sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Mais auparavant, il restait important pour nous de préciser qu'il n'est pas question d'envisager de produire toutes les espèces utilisées en revégétalisation sur des parcelles dédiées, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la collecte en milieu naturel représente aujourd'hui une source de revenus non négligeable pour les populations locales. Donc, on ne peut pas se permettre, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec ces populations locales, donc on ne peut pas se permettre de retirer cette source de revenus. Une autre raison, c'est qu'il y a certaines espèces qu'on utilise en beaucoup moins grande quantité dans nos mélanges de semis. Et la pression
de la collecte en milieu naturel de ces espèces sur les populations naturelles que représente la collecte impacte de manière faible les populations. Aujourd'hui, on n'en est pas à devoir produire ces espèces sur des parcelles de production. Et puis, il y a certaines espèces également pour lesquelles on suppose qu'on va être confronté à des difficultés de domestication. Donc, voilà, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser non plus à ces espèces-là. Donc, pour estimer les surfaces nécessaires à la production des semences qu'on utilise en revégétalisation, pour couvrir donc les besoins de la revégétalisation, on s'est basé sur une espèce en particulier, Tetraria comosa, qui est une espèce majeure des mélanges de semis hydrauliques, qui est aussi une espèce qui a été pas mal travaillée dans la thèse d'Alexandre Lagrange, qui consacre tout un chapitre à la mise en place d'une parcelle expérimentale de production de cyperaté. Et c'est aussi une espèce qu'on a déjà aujourd'hui plantée en champ de production sur 2 parcelles en collaboration avec nos clients / partenaires miniers et qui aujourd'hui donnent déjà des résultats en termes de production de semences et de collecte. Donc, pour en revenir aux premières données qui sont issues de la thèse d'Alexandre Lagrange, elle montre que pour une densité de plantation de 4 individus au mètre carré, un plant produit en moyenne 2270 semences. Donc, ramené au mètre carré, ça donne 9080 semences au mètre carré. Donc. Ce qui est intéressant, c'est que sur les parcelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a mises en place au sein de CIRAS Pacifique, les résultats de nos collectes sur le champ de Kwawa en 2020 montrent que pour environ 7300 plants de Tetraria comosa, on arrive à produire 2080 semences par plant. Et pour le champ de Thiebagi, cette fois-ci, en 2021, pour environ 5300 plants, on arrive à produire 1800 semences par plant. Donc, ce sont des résultats approchants des conditions mises en place dans la parcelle de production de Ploum. Elle se situe à Ploum, la production mise en place dans la thèse d'Alexandre Lagrange. Donc, on approche les résultats d'un champ optimisé. Alors, nos données, effectivement, n'ont pas été récoltées de manière aussi carrée et scientifique qu'au cours de la thèse, mais néanmoins, je trouve intéressant de montrer qu'on arrivait quand même à obtenir des résultats similaires. Donc, on va retenir ce chiffre pour la diapo suivante de 9080 semences au mètre carré, pour la suite de la démonstration. Si on considère un mélange plurispécifique à 2500 semences au mètre carré, composé à plus de 40% de semences de Tetraria comosa, composé de plus de 40% de semences de Tetraria comosa, le mètre carré il est en trop, pardon, sur la diapo. C'est un mélange qui est classiquement utilisé en revégétalisation et ce mélange établit donc le besoin en semences de cette espèce à environ 1030 au mètre carré. Si on rapporte cette valeur à la valeur de tout à l'heure, 1080 graines produites
sur la même surface, 1 mètre carré, on obtient un ratio de 0,1134. Ce qui veut dire que pour 1 mètre carré à ensemencer, à traiter, on a besoin de 0,1134 mètres carrés de parcelles de production de cette espèce. Et donc, pour une surface annuelle d'environ 50 hectares, ce qui est globalement l'objectif c'est globalement les surfaces que nos clients, tous clients confondus, nous demandent de traiter aujourd'hui en semi-hydraulique. Il faudrait 5,7 hectares de surface nette de production de l'espèce Etraria comosa. Et je parle de surface nette, c'est-à-dire ça n'inclut pas l'espace nécessaire pour la mise en défense, donc l'espace que prend la clôture. Ça n'inclut pas l'espace nécessaire pour la disposition d'une cuve éventuelle. Ça n'inclut pas les rigoles d'écoulement des eaux qui peuvent être présentes sur ces parcelles. Voilà, c'est uniquement des zones où il y a des plants de Costularia qui sont cultivés. Et donc, pour finir cette démonstration, fin 2021, sur nos 2 parcelles de production, Kwawa et Tiebagi, on a environ 18 500 plants de Tetraria comosa qui sont en production, avec une densité de 4 plants au mètre carré, ce qui représente une surface nette de production de 4 630 mètres carrés. Donc 12 fois moins que le besoin que je viens d'évoquer de 5,7 hectares. Donc vous voyez qu'on est un petit peu loin du compte et que pour pour arriver à une filière de production de semences digne de ce nom et qui permettra de couvrir au moins en partie les besoins de la revégétalisation, on va devoir compter sur des surfaces bien plus importantes avec quelques garanties évidemment pour la structure qui va gérer ces parcelles, telle que la garantie que ces surfaces vont être disponibles pendant au moins une quinzaine d'années et elles vont être disponibles en exclusivité pour la collecte et la récolte. Donc voilà pour les conclusions au sujet de ce premier axe de réflexion. Je vais passer la parole à Bruno. Alors, le deuxième axe qu'on souhaitait développer dans cette présentation concernait essentiellement les éléments autour de l'origine géographique du matériel végétal pour la production de ces semences, mais également les lieux potentiels d'ensemencement. Donc là, l'idée, c'est de parler de la philosophie globale qui conduirait bien évidemment à la mise en place de bonnes pratiques. Et l'idée, bien évidemment, est là aussi d'ouvrir le débat autour de ces éléments. Alors, juste pour donner quelques éléments autour de cette philosophie, aujourd'hui, lorsque l'on fait de la collecte de semences naturelles, en tout cas ce qui est dans certains arrêtés et parfois ce qui est fait aussi naturellement, si je puis dire, c'est que les semences qui sont utilisées dans le cadre d'hydroseeding, par exemple, sont collectées dans le milieu naturel du massif concerné par l'hydroseeding, ou lorsque on a difficulté à trouver plus spécifiquement sur le massif, sur des massifs alentours, donc dans des zones géographiques qui sont proches de ce massif concerné. On en a parlé, on en a discuté, et au travers des différents échanges qu'on a pu avoir, que ce soit en particulier avec les scientifiques, vous savez, qui sont toujours beaucoup plus, comment dire, à cheval sur ces éléments-là, et puis évidemment l'aspect pratique et réel du terrain. On estime donc que la philosophie qu'il faudrait développer, ce serait à minima de respecter les grands ensembles géographiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par respecter les grands ensembles géographiques?
Alors l'idée, c'est que je me suis appuyé un peu sur les quelques travaux qui ont été menés ces dernières années sur la génétique des populations de certaines espèces de Nouvelle-Calédonie. Certes, ce ne sont pas des espèces communes, à l'exception d'une que je vous présenterai dans ce diaporama. Ce sont plutôt des espèces qui sont considérées comme rares, parce que c'est les seules sur lesquelles on a vraiment mis de l'argent pour faire de l'étude de génétique des populations. On n'a pas aujourd'hui de véritables études de génétique des populations des espèces communes utilisées dans le cadre des stades de revégétalisation. Ce qui est un manque, mais qui pourrait éventuellement, s'il était nécessaire, le faire un peu plus tard, être mis en place. Alors juste deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Araucaria rulei, donc que vous connaissez certainement tous, qui est cette espèce de gymnosperme, de conifère, qu'on a en Nouvelle-Calédonie, qui a une répartition assez longue sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mais inféodée au milieu ultramafique. Et le travail qui avait été mené en association avec la SLN à l'époque et avec le travail d'Adrien Wolff, qui n'est plus là aujourd'hui, hein, puisqu'il est parti vers d'autres contrées, avait montré, vous voyez, ces grands ensembles, ce que j'appellerais ces grands ensembles géographiques, dans le cas de cette espèce, donc avec une répartition particulière sur la côte ouest, vous voyez un grand ensemble. Alors les couleurs correspondent à des marqueurs génétiques qui permettent de relier les populations les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, toutes les populations qui sont très rouges ont des marqueurs génétiques très proches. Donc génétiquement, ils sont proches les uns des autres, moins proches des verts que des jaunes et encore moins des bleus, bien évidemment. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer qu'on a cette répartition côte ouest, côte est, le Grand Massif du Sud, et puis on a une certaine particularité pour la population complètement à l'extrême sud, ici en bleu dans le cas d'Araucaria rulei. Alors évidemment, on pourrait se dire que c'est une chose qui a été montrée pour une espèce. On a d'autres espèces qui ont été étudiées, encore une fois, par Adrien, cette fois-ci dans le cadre de sa thèse. Donc deux espèces ici, une espèce commune, en l'occurrence le Scaevola montana, et puis une espèce rare, micro-endémique, qui est l'espèce Scaevola coccinea. Donc je vais commencer par Scaevola montana, donc c'est là où vous avez les ellipses de différentes couleurs. Vous voyez que cette étude génétique montre globalement à peu près la même répartition géographique, c'est-à-dire qu'on a un grand ensemble sur la côte ouest, un ensemble sur la côte est, et puis encore une fois un ensemble sur la zone du massif du Grand Sud. Et puis, bon, là, il y en a également à l'île des Pins, donc là aussi, alors, toutes ces répartitions géographiques sont liées, bien évidemment, d'un point de vue biologique, à des barrières écologiques. Donc, par exemple, le cas de la chaîne centrale qui sépare bien la côte est de la côte ouest, donc les échanges sont plus difficiles entre la côte ouest et la côte est. D'autres barrières écologiques. Après, il y a des barrières également biologiques, du fait essentiellement du type de pollinisation ou du type de dispersion des graines des espèces qui font que la pollinisation va se faire soit sur de très courtes distances et la dispersion de la même façon, soit sur de très courtes distances, soit de très longues distances. Donc c'est ce qui crée ces populations. Et bien évidemment, d'un point de vue génétique, il vaut mieux respecter le maintien de la population dans la zone géographique. Donc l'idée qui est actuellement développée de collecte des semences naturelles sur le même massif ou les massifs proches rejoint les résultats qu'on voit ici dans le cadre de la génétique des populations. J'ai décidé de mettre aussi l'illustration de l'espèce micro-endémique pour vous montrer que cette génétique, elle peut être très variable également pour une espèce sur un endroit donné. Là, vous voyez, on a sur une zone qui est très petite d'un point de vue surface, un grand nombre de différenciations génétiques entre les populations. Alors cette différenciation-là, elle pourrait être liée étroitement justement à la façon dont les graines sont dispersées, puisqu'on a déterminé que c'est une dispersion de type barochore, c'est-à-dire que les graines tombent directement au pied de l'arbre. Donc là, vous n'avez pas de grands échanges. Donc tout ça pour dire que par rapport à cette philosophie, l'idée, ce serait donc de respecter à minima ces grands ensembles géographiques, côte est, côte ouest, le nord, le centre et les grands massifs du sud. Donc éviter bien évidemment qu'on aille collecter des graines du massif du sud pour aller faire des champs semenciers dans le nord et ensuite utiliser ces graines de champs semenciers du nord pour faire des ensemencements dans le nord. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des champs semenciers qui soient proches de la zone de collecte, mais encore une fois, c'est pas arrêté sur les 50 mètres carrés qui sont autour, c'est une vision géographique de la chose. Voilà. Donc,
ces éléments-là sont évidemment évalués aussi en fonction de l'espèce. Donc la rareté de l'espèce, bien évidemment, fait que si elle est micro-endémique d'un endroit, si elle est endémique d'un endroit, il vaut mieux la laisser là où elle est, ne pas aller la mettre ailleurs, bien évidemment. L'autre élément sur cette philosophie, c'est ce que je vous disais, rester dans la zone proche de la dispersion naturelle de cette espèce, et ce n'est pas d'aller mettre des espèces, mais ça, bon, on en parle depuis longtemps, hein, des espèces qui poussent que dans le sud, par exemple, aller les mettre dans le nord pour faire de la restauration. Donc on reste évidemment dans les aires de répartition d'origine de ces espèces. Et enfin, le troisième élément, et ce qui me paraît important, c'est le respect des écotypes, parce qu'on a eu plusieurs exemples de problèmes du fait de ces écotypes. C'est évidemment d'essayer de rester au plus proche des conditions climatiques, pédologiques de l'espèce considérée. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller prendre, comme dans le cas du Scaevola montana, des espèces de l'île des Pins qui poussent dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes, et les mettre dans des zones comme les zones du Nord, par exemple, ou encore, même sans aller dans ces extrêmes-là, prendre des espèces qui poussent à la fois sur sol ultramafique et sur sol non ultramafique, et aller collecter des graines sur des espèces sur sol non ultramafique, et ensuite les disséminer sur sol ultramafique. Les conséquences peuvent être importantes, puisque les écotypes font parfois que l'adaptation est tellement poussée au sein de la même espèce que, eh bien, si vous utilisez ces espèces qui poussent sur sol volcano-sédimentaire, elles vont évidemment pas bien se développer sur un sol de type ultramafique. Voilà, donc ça, c'est pour les grandes philosophies liées à ces bonnes pratiques de semences. Par contre, il y a un autre élément, une question qu'on s'est posée, à laquelle on n'a pas une réponse ferme, c'est la faisabilité en fait de la mise en culture de ces plantes sur sol uniquement ultramafique. Ce que j'entends par là, c'est que même si on a des espèces qui sont inféodées au sol ultramafique naturellement, certaines sont capables de pousser sur sol non ultramafique. Alors, elles ne le font pas de manière naturelle parce qu'il y a des phénomènes de compétition, des phénomènes, etc., etc. Mais dans le cadre de culture maîtrisée, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on ne cultive pas ces espèces qui seraient capables de pousser sur sol non ultramafique pour la production des graines. Ça a plusieurs avantages. Évidemment, plusieurs inconvénients. Les avantages, c'est que souvent, ces espèces qui sont sur sol ultramafique, même si elles sont adaptées au sol ultramafique, elles poussent parfois beaucoup mieux sur sol non ultramafique. La preuve dans mon jardin. Parfois, je plante des espèces qui sont magnifiquement embosquées dans le sol ultramafique, qui sont toutes petites. Merci Stéphane, d'ailleurs, j'en ai une qui est immense. Qui sont finalement sur sol non ultramafique, prennent des tailles beaucoup plus importantes. Donc, il pourrait y avoir un intérêt à réfléchir à cette question. Voilà, donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de recul aujourd'hui sur la capacité de production de plants sur ce type de sol, en dehors de leur sol d'origine, je veux dire. Donc voilà, c'est aussi un élément de philosophie et de réflexion qu'on souhaitait mettre à débat. Je vais du coup redonner la parole à Yves. Merci. Oui, le troisième axe de réflexion qu'on vous propose, en tout cas qu'on a identifié à l'issue de ces 3 semaines, c'est un axe qu'on appelle devant vous ce matin, connaissances et compétences. On parle bien de domestication d'espèces, on parle bien de mise en production. Là, on n'a pas d'état d'âme. On vient de parler de génétique, de population, de biodiversité. Là, on a des états d'âme. S'agissant de parcelles de production, il faut sortir du volume, hein, du quintal, du kilo, mais on est en parcelle de production. Donc, on est dans une optimisation du rendement de production. Et on parle donc de parcours cultural. Et là, plus pour moi que pour vous, en point de référence, depuis la collecte donc, du matériel végétal en étant traçable sur son origine, jusqu'à sa réutilisation, alors des semences filles, dans une cuve hydrocideur, eh bien, il y a tout un parcours. Ce n'est pas qu'un parcours culturel, mais voilà, on parle de préparation de terrain, du terrain du futur champ de production, les pentes, la nature des terrains, on vient d'en parler, tout ce qui va concerner effectivement cette préparation de terrain, qui peut faire référence, je l'ai mis en 3e puce, mais on s'en moque un peu, le programme de fertilisation.
Encore une fois, la thèse d'Alexandre Lagrange a montré qu'un plan de Tetraria comosa non fertilisé arrivait à produire jusqu'à 250 graines par plan, avec de l'azote et du phosphore en quantité, on multiplie la production de graines par plan par 10. On passe à 2270. Là, on voit bien qu'on a besoin de raisonner les doses et donc de lancer toute une série pour chacune des espèces que l'on souhaitera voir mises en production, identifier le bon programme de fertilisation et être dans l'optimisation ni trop ni trop peu. Hein, c'est des effets dose classiques. Sur la plantation, la densité, là on a vu qu'a priori pour le Tetraria comosa, 4 plants au mètre carré, c'était peut-être pas mal. Mais j'ai repéré une des deux espèces de chenus qui pourrait peut-être être plantée à une densité plus grande encore, parce que c'est 5, c'est 6, c'est 7, là aussi on est dans l'optimisation. Concernant la récolte, il va y avoir toute une question sur la mécanisation des récoltes, les périodes de déclenchement de récolte. Et tout ça va nous amener sur une réflexion sur les effets de la domestication. Un grand classique qu'on a pu voir en métropole, c'est que collecter mécaniquement des espèces sauvages, et elles le sont de moins en moins à mesure qu'on les produit, et qu'on les produit dans le temps, quand la barre de coupe passe dans un champ, elle collecte tout, des graines pas encore mûres, des graines j'allais dire qui ne le sont plus, en tout cas qui sont peut-être rentrées en dormance, et puis des graines qui sont juste au bon moment. On fait une sélection finalement massale, c'est comme ça que je l'ai appris moi, en éliminant par exemple, tout doucement en resserrant le spectre, on va dire, de l'échelonnement de la maturation des graines. Donc ça peut effectivement nous interpeller. Et puis une fois que les semences filles sortent du champ, il y a également toute la question et tous les éléments qu'on aura besoin de régler pour ne pas perdre cette qualité sortie du champ et la retrouver quelques mois ou peut-être 2 ou 3 ans plus tard, s'il y a stockage, à travers tout le parcours que les graines vont avoir. Hein, c'est les conditions peut-être de stockage, comment on va les trier, etc. Et là, aujourd'hui, ça, c'est que des questions. On n'a pas beaucoup de réponses. Et c'est pour ça que, juste avant de relancer, passer le micro, petite proposition, petite réflexion. Nous, on se dit que toutes ces étapes-là pourraient passer par la constitution d'un réseau de CEP, donc de champs d'expérimentation et de production. Voilà. Et place aux échanges. Je remets les 3 axes sur lesquels on est intervenu. Bien évidemment, vous êtes libre d'interpeller sur des sujets, des thèmes que l'on n'aurait pas abordés ici, bien évidemment. Voilà. Donc il va y avoir un micro qui passe dans la salle, et puis je pense que on peut aussi intervenir, et c'est Bruno qui va gérer ça. Tu veux lancer la vidéo pour Alors, on va essayer de faire ça. Excusez-moi. Donc les 3 personnes visio, elles sont là. Ouais, elles sont toujours là, oui. Si elles veulent commencer, c'est ça. Alors, on se propose de voir si ceux qui sont en visio veulent poser des questions. Emma, je vois. Oui, merci. J'ai une question par rapport à ce qui se fait en métropole, en fait, par rapport à l'axe 1 dont vous aviez pas, en fait, ça a été mentionné à l'axe 1 par rapport au foncier. J'aurais aimé savoir si, du coup, les champs semenciers, quand ils existent, c'est des outils privés ou bien si ce sont des champs qui sont après, on va dire, gérés par une institution publique pour justement approvisionner un peu les différents professionnels de la place, ou bien si c'est un peu, voilà, ou si c'est des entreprises privées tout simplement qui ont en charge cette production et cette utilisation ou vente des semences produites. Oui, merci de cette question, elle est particulièrement pertinente. Et effectivement, en France, les producteurs de semences aujourd'hui sauvages, on a eu
un débat, les collègues des sciences qui sont dans le milieu naturel, vous les descendez à un endroit, je dis descendre parce que c'est souvent sur le massif montagneux, et puis vous vous mettez à les produire une saison. En effet, la domestication, est-ce qu'on peut encore parler d'espèces sauvages à partir du moment où on les produit? Donc aujourd'hui, on dit dites sauvages pour dire qu'il n'y a pas de sélection génétique, il n'y a pas de croisement, c'est juste des semences de base et on les produit à grande échelle avec une mécanisation. Et tout ce travail-là, il est fait uniquement par des sociétés privées en France. Et je trouve que la question est tout à fait intéressante parce que ça permet de mettre peut-être en correspondance entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie en termes de territoire. Je n'ai pas appris ça à l'école, mais on doit avoir un facteur important en termes de surface. Toute la métropole, alors même qu'il y a, je pense, au moins 25 entreprises qui ont un hydro semoir, un matériel hydroxydine comme vous dites, alors qu'en métropole, on va dire, ils sont deux, une troisième. Donc en proportion des entreprises qui travaillent, il y a deux semenciers privés, deux sociétés privées qui ont développé un chiffre d'affaires quasiment uniquement sur la production d'espèces sauvages. Donc ça me donne l'occasion de lancer dans la salle un point de vue personnel en comparaison. Je pense que le marché et la demande actuelle, même si la demande doublait et triplait, je pense qu'il n'y aura pas la place pour beaucoup d'intervenants producteurs de semences. Il faut peut-être se concentrer sur peut-être un intervenant ou une entité unique, si l'aventure c'était vers ça qu'on allait. Mais effectivement, ce sont que les intervenants privés. D'accord, merci beaucoup. D'autres intervenants en visio? Non, apparemment. Dans la salle, il y a quelqu'un qui va intervenir. Est-ce que tu peux juste dire ton prénom et ton entité? La régularité aussi. La demande, on n'a pas parlé des autres. Oui, bonjour, c'est Sébastien Huttard, je suis à la Chambre d'agriculture. Je vous posais des questions en fait sur la question des semences. Il y avait des problèmes sanitaires qui existaient sur les productions et au niveau des sanitaires, c'est-à-dire sur les maladies, sur les questions épidémiques. Je ne sais pas. Je vais vous présenter une patate chaude. Alors, reprécisez-moi si vous voulez, problématique sanitaire de C'est parce que c'est aussi par rapport aux qualités de semences, du coup, je me demandais s'il y avait une réflexion par rapport à tout ce qui était les semences de qualité mauvaise sur les maladies particulièrement dessus et qui peuvent se répartir, du coup, la parole à Daniel. Je vais me porter un complément un peu. Mais... Vas-y. Oui, je peux essayer de répondre. Aujourd'hui, à ma connaissance, moi, j'en connais pas de maladies qu'on aurait, de maladies qui développent sur les espèces endémiques, excepté, mais bon, on n'y est pas, excepté la rouille des myrtacées. J'en connais pas. Je n'ai pas remarqué de maladies qu'on aurait propagées sur des sites par des opérations de réensemencement. Alors moi, ce n'est pas par rapport à la propagation éventuelle, c'est plus par rapport à la qualité des lots sur laquelle je vais répondre. Alors déjà, si on venait à développer la conservation des graines, c'est un élément important puisque la conservation des graines peut conduire justement, si les conditions ne sont pas bonnes, au développement de champignons, etc. Et donc une réduction de la qualité du lot au moment de son utilisation, puisque de toute façon, une graine qui vient du milieu naturel, elle est obligatoirement entourée de micro-organismes, que ce soit bactéries ou champignons. Après, ils vont avoir un effet plus ou moins poussé, bien évidemment. Et si c'est mal conservé, par exemple, on peut avoir un effet pourrissement et évidemment un effet sur la qualité du lot de graines. Par contre, si les graines sont utilisées de manière quasi systématique, on a
enfin, non plus à ma connaissance, on n'a pas trop d'effets. Il y a quand même évidemment des graines qui peuvent être contaminées par des champignons, on le voit, mais après, c'est la régulation naturelle, quoi. Voilà. Mais c'est plus au moment de la conservation éventuellement, le traitement des graines où il peut y avoir évidemment ce genre d'impact. Merci. Oui, après, il y a d'autres, par contre, si on parlait des micro-organismes, mais il peut y avoir des impacts, par contre, d'insectes. On a certaines graines qui sont piquées naturellement dans le milieu, comme le cas du Grevillea exul, qui est peut-être piqué dès le jeune fruit vert, et une grosse partie des graines sont ensuite, alors après ça dépend des zones, hein, c'est pas toujours le cas, les graines sont consommées par la larve, et donc elles sont plus bonnes, et la qualité du lot peut en être affectée. Une question juste. Thomas Lebord pour le Fonds Nickel. J'avais une question, c'était par rapport aux surfaces mentionnées tout à l'heure sur le Tetraria pomosa. J'ai noté c'était 40% globalement du mélange de semis. C'est vrai que c'est une espèce dominante hein, sur les semis en collection par contre, du coup, ça nous amenait à 5000 m² nécessaires seulement si on plantait de manière dense, nécessaire pour couvrir 50 hectares. Non. 5000 m², c'est ce qu'il y a actuellement. Donc, ces 5000 m², c'est un équivalent de surface plantée. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a actuellement 30 000 plantes. Actuellement, le résultat, c'est sur Kevali, et donc il faudrait 10 fois plus. 12 fois plus. Et effectivement, on passait de ce qui est aujourd'hui collecté, on passait à 100% de production. Oui. C'est pas forcément. Mais c'est pas forcément ça. Mais c'est quelque chose entre les deux. Voilà, ça montre l'écart qu'il y a aujourd'hui sur une des espèces, pas l'espèce majeure. Il y a un écart énorme. Donc, j'imagine bien que sur les autres espèces, c'est pareil. Ok. Merci. J'avais profité dans le micro. On parlait tout à l'heure du facteur 10 pour les semis, pour les récoltes sur Tetraria encore, avec la fertilisation. On s'est vu ensemble sur le terrain l'autre jour sur un essai également en mycorhisation. Ce serait intéressant de voir aussi. Après, on avait dit également que les cyperacées étaient peu propices à ce genre de choses, mais il faudra voir actuellement si les essais qu'on a fait en 2009 pour une thèse, si la fertilisation peut aussi évoluer vers des choses plus respectueuses. Et mon avis aussi sur ta proposition à la fin de CEP, de CEP, ce serait intéressant également de voir si on peut plutôt. J'ai perdu le fil. Voilà, plutôt la petite semi-corride plutôt que la petite fertilisation. Voilà, pour les autres espèces, ce serait ça. Mais tu disais peut-être pourquoi on ne le ferait pas sur des sites voilà, non ultramafiques. Et là, du coup, je me dis, bah ouais, en termes d'entretien, par contre, c'est pas la même chose. Il faut avoir beaucoup d'autres espèces qui vont arriver, beaucoup d'invasives, beaucoup de choses. Alors c'est vrai, quand on travaille sur du ultramafique, bon ben, à part l'endémique, on a vu quand même que la recolonisation naturelle était quand même assez douce, pour être gentil, et du coup, bon, ben, c'est vrai que c'est quand même aussi un avantage en termes culturels, c'est que du coup, dans la parcelle, à part ce qu'on a planté, il ne se passe pas grand-chose d'autre, donc en termes d'entretien, c'est aussi un plus quoi, à considérer. Donc, voilà. Même si parfois les accès, les pentes, etc., c'est pas toujours idéal. Oui, c'est dans mon discours tout à l'heure, j'ai dit les avantages, j'ai oublié de parler des inconvénients. C'était un des inconvénients de planter sur le sol non ultramafique. On a quand même des difficultés, hein, parfois sur le sol ultramafique, d'espèces apportées avec les pots de plantation, des espèces non natives, mais qui, comme elles sont dans des conditions justement fertilisées, peuvent quand même, pendant un moment, au moins au départ, poser des problèmes de régulation des sols. Et plus que dans les potées, c'est quand on apporte du compost. Parce que les sols sur lesquels on a implanté les vergers actuels sont pas de meilleure qualité. Et donc, pour qu'on puisse espérer avoir quelque chose qui pousse, même des cyperacées, on a apporté du compost.
locale. Oui, Laurent Juillet, IAC. Je confirme un peu ce qui a été dit sur les problématiques de cultiver dans des conditions dites optimisées. Je crois que c'est le terme que vous avez utilisé aussi. Sur l'expérience de Plume, Matra, parce que j'ai contribué à la mise en place, on a rapidement observé avec Alexandre et Jean-Louis à l'époque, très rapidement un envahissement par l'armée de graminées qui se dispersaient naturellement, parce que le site n'est pas forcément aussi le milieu choisi par rapport à l'environnement, c'est pas mal anthropisé quand même. Et rapidement, les postulariats, après Faria, ont été dominés, mais en tout cas bien entourés de graminées. Et avec ces graminées aussi l'arrivée justement des problématiques de fourmis, de cochenilles, des choses comme ça. Donc ça a certainement perturbé la croissance possible de la plante endémique qui était mise. Je ne ferai plus sur Chénus, je pense que ça va être la même chose. Donc ça, c'est un point de vigilance. J'avais une question qui m'intéresse particulièrement sur Plume, c'est qu'est-ce que sont devenus maintenant les postulariats? Est-ce qu'ils sont toujours en état après? Parce que une des questions qu'on n'avait pas du tout à l'époque, c'était combien de temps on peut, combien d'années sur d'autres espèces, voilà, comme c'était parfois que de 3 ans, l'espèce finissait par déterrir. Les goméas, par exemple, on s'entendait le là aussi, mais 4 ans, 5 ans, après, les goméas disparaissent. Je ne sais pas, donc c'est une question. Je ne sais pas non plus, du coup, parce que c'est un champ qu'on va cesser d'entretenir, faute de moyens, parce qu'effectivement, le coût de l'entretien de cette parcelle, ce que tu décrivais, le renversement des graminées, a fait qu'on n'a rapidement plus pu l'entretenir, et du coup, alors aujourd'hui, ce n'est pas tant les graminées ou les exogènes qui ont recolonisé, c'est plutôt le maquis environnant. Et aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un champ semencier, malheureusement. Je pense que les postulariats sont toujours là. Oui, ils sont là. Alors, ils n'ont pas disparu, mais on est passé avec Yves dans sa mission. On a l'impression que ça produise grand-chose, effectivement. Il y a 2-3 ans, là on est en période d'apparition des rangs de postulariens. C'était loin d'être flagrant au sein de la végétation, c'est loin d'être flagrant. Les rangs ont été loin d'être flagrantes sur les dessus qui avaient été comptés. Si j'ai dit que je peux continuer. Votre question, c'est par rapport à la collecte dans le naturel, parce que vous avez, parce que les reste un réseau de collecteurs important. Est-ce que ces collecteurs permettent de compenser justement ce besoin de satisfaire le besoin de graines pour les 50 hectares que vous mentionnez? Si c'est le cas, comment combiner à la fois justement cette quantité de graines que l'on souhaite aussi, c'est des départs. Donc, le postulat, il faut aussi maintenir l'activité sociale et voyez ces gens-là. Quel niveau de production? Est-ce que c'est vraiment les 50 hectares, c'est ça? 5 hectares, 0,7 qu'il faut avoir, ou c'est un entre-deux, entre 0,5 et 5 hectares? Pour ces collectes qui peuvent compléter. Je laisse Jackie commencer. Oui, je vais commencer avec le regard neuf du petit peu qui le postulat du programme de recherche et de présence, c'est qu'en regard des surfaces annuelles demandées aux entreprises de traiter, on est un peu au bout du bout de ce que l'approvisionnement par collecte peut faire. On l'a dit tout à l'heure, on commence à constater des sites qui produisent moins. On pourrait demander aux collecteurs d'aller collecter ailleurs. Ça fait quand même une vingtaine d'années que l'entreprise Cerat s'est attelée à ces tâches. Et pour en avoir fait moi-même aussi, quand vous avez un site quelques mois ou quelques années à identifier comme rassemblant de manière spontanée en spot,
vos cérémonies chaque année et ne perdez pas, hein, si vous étiez en France, si vous êtes en France, je vous parlerai des coins à champignons. Un coin de champignons, on revient chaque année, parce que c'est là que ça marche bien. Et donc, on arrive un petit peu, je dirais, à un échauffement de ce mode d'approvisionnement. Donc, c'est le moment, on n'est pas en retard, mais il ne faut pas traîner non plus, à basculer une partie des apports, ou ne serait-ce qu'à augmenter sur l'approvisionnement, sur les volumes à approvisionner, à passer sur de la production. Aujourd'hui, les 50 hectares de marché de travaux sont bon an, mal an assumés par l'approvisionnement collecte. Oui, mais on sent qu'on est au bout de ce qu'on peut prélever dans les naturels. Moi, je voulais compléter en disant que bon, ils sont justement la constatation du fait qu'ils sont au bout, et puis on peut espérer, ça c'est mon espoir de scientifique, qu'on ait une augmentation aussi du nombre d'hectares qui vont être restaurés chaque année. Bah, on peut toujours espérer, l'espoir fait vivre, sinon on ne vivrait plus. Donc, si tant est que ces surfaces venaient à augmenter, qu'un jour par miracle cela a augmenté, on aurait besoin de plus de graines, et là la pression sur le milieu naturel serait évidemment trop importante. Donc c'est pour cela qu'il faut anticiper au travers de ces champs semenciers. Et un autre point intéressant de mon point de vue également, c'est que si on consacre une partie des semences, enfin si on obtient une partie des semences par champ semencier, on pourra aussi éventuellement développer la collecte de nouvelles semences qui ne sont pas utilisées aujourd'hui dans les mélanges et qui pourraient augmenter un petit peu la diversité de ce que l'on utilise dans le milieu au moment de la revégétalisation. Ça peut être aussi un élément pour remplacer ce qui va être mis en place dans les champs semenciers. Donc, une dernière petite question avant que l'autre qui me revienne. Il y a eu un champ semencier bien placé Oui, KNS, j'allais dire. Est-ce que vous avez pu aller voir pour s'en aider? Non, je leur donne la parole après. Moi, j'y suis retourné il y a 3 ou 4 ans, je crois, à l'occasion d'une visite sur Conumbo. Le champ, il est encore bien maintenu. Les cyperafés sont en place. Encore une fois, la quantité de production, on ne peut pas évaluer comme ça en une seule visite, mais les champs de cyperafés étaient bien en place encore. Par contre, tout le système qui avait été mis en place, parce qu'il y avait un système d'arrosage, évidemment, n'était plus fonctionnel. Et puis, il y avait une partie également avec des ligneux, donc des grevilleas et des dodonéas de mémoire. Et les grevilleas, c'était des très beaux arbres. Donc, il me semblerait, à mon avis, intéressant de pouvoir justement faire un retour sur ce champ et regarder l'état dans lequel il est aujourd'hui, puisqu'il n'a pas tout été entretenu. Pardon? T'as pas KNS Non, on n'a pas KNS, non. Ah si, on a Sarah, bien sûr. Sarah, On pourrait peut-être en parler. tu es présente. Voilà, c'est une opportunité de pouvoir aller revoir le champ semencier de KNS. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, ça pourrait être intéressant, oui, ça s'est prévu. Donc oui, comme vous le disiez, ce champ semencier n'a pas été entretenu ces dernières années, mais ça fait partie des... c'est dans nos perspectives là, soit de voir s'il peut être, on peut le reprendre ou d'envisager une nouvelle zone pour un champ semencier. Mais c'est dans les projets à venir aussi, sur lesquels on doit travailler. C'est bon, je peux passer la parole? Oui, tu peux repasser la parole. Je voulais juste me rajouter un petit élément, mais je reviens un petit peu en arrière, c'était sur la mycorhisation. Il y a d'autres moyens aussi d'aider les plantes à pousser, c'est les bactéries. On n'y pense malheureusement pas assez souvent, les PGP, hein, les bactéries qui aident les plantes à mieux pousser. Je pense que c'est aussi une approche qu'il faudrait développer, sachant qu'il y a des travaux, j'allais oublier mes collègues, donc il ne faut pas que j'oublie. J'ai des collègues qui travaillent justement sur les bactéries promotrices de plantes, des plantes endémiques des milieux ultramafiques. Je vais y arriver. Moi, tu voulais la parole à François. Ouais. Il t'en voudra pas. Votre mission se place au niveau de la production de graines, et du coup, il faut effectivement beaucoup de graines pour ensemencer 1 mètre carré, il faut plusieurs milliers de graines, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir si on prend un petit peu si on va un petit peu plus en aval de la filière graines, au niveau de l'amélioration des taux de germination, ce qui finalement permettrait peut-être de
couvrir davantage de surface avec le même nombre de graines. Parce que finalement, plusieurs milliers de graines par mètre carré pour quelques-unes qui germent, c'est pas très productif quelque part. C'est rentable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y a pas d'espoir aussi au niveau de est-ce que c'est pas une piste de recherche pour l'avenir sur l'amélioration des taux de germination? François Le Borgne, Province Sud, direction du développement durable des territoires. Merci. Alors, un premier élément de réponse, ça c'est le maître d'œuvre qui parle. L'augmentation des quantités de semences disponibles peuvent amener à 2 stratégies, voire même une troisième qui serait une stratégie intermédiaire. C'est soit on reste calé sur les densités aujourd'hui, encore même que je ne suis pas sûr qu'on ait tout le background scientifique, ne serait-ce que technique, pour avoir réglé la mire à 2500 graines par mètre carré. Je pense que ce qui a conduit, ce qui a conduit à cette densité-là, c'est peut-être plutôt le disponible susceptible d'être mis sur la table. Donc, 2 stratégies, à minima, avec une augmentation des quantités de semences, on peut conserver cette densité originelle et traiter plus de surface, ou alors, à minima, traiter les mêmes, voire les diminuer, mais avec plus de graines. Et là, on revient de toute façon sur la question, de dire, 2500 graines, vous venez de le rappeler, ça amène quoi comme résultat? Encore faut-il qu'on s'entende sur c'est quoi le résultat? Est-ce que c'est un nombre de graines? Est-ce que c'est un recouvrement? Est-ce que c'est une présence à 2 ans, 3 ans, 10 ans? Voilà. Le deuxième élément, et c'est à la lecture, parce que moi j'ai découvert le flore grâce à David, le huilier. J'ai quand même découvert ce qui n'existe pas en métropole pour les espèces. C'est qu'au-delà des stratégies de dormance parfois alambiquées, si je puis dire, ou en tout cas, il y a même certaines plantes, on n'a encore pas compris ce qu'elles ont mis en place pour finalement que l'embryon se réveille et qu'elle puisse devenir un individu, c'est des taux de germination qui sont extrêmement longs à obtenir en conditions contrôlées. J'ai découvert des 150 jours pour voir une courbe décoller. Nous, on a 50 jours, on a 80% de rendement déjà sur le terrain. Et puis, sans parler des graines mortes, des graines vides. C'est pas une espèce assez grédina avec les autres, je crois. Tout à l'heure, on en a parlé, c'est 40% de graines piquées. Là, sauf à lancer, peut-être, je ne peux pas entendre la salle, mais sauf à lancer peut-être un programme qui viserait à mieux connaître quel est l'insecte et éventuellement avoir un programme de type insecticide. Naturellement, c'est une graine qui fournit 60% de graines viables. Là, c'est bien la nature qui nous limite. Premier élément. Vas-y. Oui, sur peut-être le 2500 graines. Oui, alors oui, et puis c'est le retour d'expérience qui a démontré que c'était une quantité qui permettait d'obtenir des résultats jugés satisfaisants à l'heure actuelle, au bout de 2 ans. Ouais. Allez, vas-y. Alors évidemment, quand on parle des recherches, ça m'intéresse. Oui, je pense qu'il y a encore des choses à trouver pour améliorer vraiment la germination des graines. On peut toujours améliorer. Après, quand on est sur des graines non dormantes, bien évidemment, on n'a pas de problème, elles germent facilement. Là, on est plus, à partir de là, non plus confronté au problème de la dormance, mais confronté à alors ce terme de qualité du lot, qui est toujours un petit peu gênante, mais bon, c'est comme ça qu'on dit en général, c'est d'avoir un lot qui est optimal au moment de son utilisation. Et là, on en revient à cette histoire de la filière graine depuis la collecte jusqu'à son utilisation. Alors, on en a beaucoup discuté avec Daniel, avec mon esprit de scientifique d'un côté qui veut l'optimisme et l'optimisation, et puis le côté réalisme de l'entreprise. Aujourd'hui, la réalité, c'est que, au regard de la quantité de surface qui est restaurée en Nouvelle-Calédonie,
l'irrégularité des demandes chaque année des mineurs qui, une année, vont pas mal restaurer, puis une année d'après, vont avoir des soucis financiers, donc on va moins restaurer, etc. etc. Donc c'est très, très variable. Non, mais c'est la réalité, hein, globalement. Oui, il y a aussi des zones disponibles. Non, mais on est d'accord, il y a plein de difficultés, hein. On peut entendre aussi les difficultés des mineurs, mais bon, bien sûr, au regard de la surface des cafés, il y a quand même de grandes surfaces à revégétaliser, donc on pourrait augmenter cette surface. Quoi qu'il en soit, l'idée de mon discours, c'était surtout de dire que tant qu'on n'aura pas un marché qui est stable pour une entreprise, on ne pourra pas voir cette entreprise investir sur de nouveaux éléments qui leur permettraient d'augmenter la qualité des lots de graines. En Australie, lorsqu'on a des qualités de graines, ça implique qu'il y a du tri des graines, il y a des modes de conservation des graines, etc. Et tout ça, c'est un investissement. En Nouvelle-Calédonie, nos graines, on a eu du mal à les étudier pour savoir si, par exemple, le Boméa, il fallait scarifier, quel type de machine pour scarifier. Donc en Australie, ils ont tout un panel de machines de scarification, donc c'est beaucoup plus facile quand vous avez un panel de machines de pouvoir répondre à, par exemple, la levée des dormances. C'est plus facile. En Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas se permettre d'avoir un panel aussi large, ou en tout cas, si on peut se le permettre, il faudra d'abord qu'il y ait une demande derrière pour que l'entreprise puisse investir dans ce type de matériel. Vous voyez, il y a une espèce de... un moment où on tourne un petit peu en rond. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut améliorer, évidemment, la qualité de l'eau de graine. On parle souvent avec Daniel, puis de toute façon, Daniel, elle vient du monde de la recherche, donc elle le sait très bien. Évidemment, tout ça, ça serait beaucoup mieux, mais il y a des éléments limitants un petit peu partout, et c'est à mon avis tous ces verrous-là qu'il faut réussir à lever si demain on veut pouvoir améliorer la qualité des lots de graines. Donc ça passe des verrous qui partent depuis celui qui impose de faire de la revégétalisation, au mineur qui fait la revégétalisation, à l'entreprise qui doit investir, etc., etc. Donc il y a plein de niveaux. Et à mon avis, il faut regarder point par point comment on peut améliorer les choses pour que justement cette amélioration se reporte sur l'amélioration biologique. Voilà, il y a une question qui... Voilà. Du coup, bonjour, je m'appelle Emilie Touré de l'association Nouric et j'avais une question plus sur le modèle économique qui était associé à ces tests ou même à la filière de ramassage de graines qui est par exemple organisée par Chirac. Sur quel modèle économique actuellement c'est basé? Est-ce que c'est un modèle économique qui est pérenne? Est-ce que c'est le meilleur modèle économique pour le développement des populations locales? Voilà, est-ce qu'il y a une réflexion dans votre projet sur ces ouvertures-là? On n'a pas encore mené cette réflexion dans le cadre de Native, mais effectivement, il faut le faire. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler de modèle économique. Nous, on est une entreprise privée qui fait de la restauration, qui fait de la végétalisation de zones dégradées en contexte minier. On a essayé de se structurer avec les ressources disponibles en Nouvelle-Calédonie pour atteindre nos besoins en matière première de semences. Et voilà, on se dépatouille, j'ai envie de dire, pour y arriver comme on peut. Et donc, j'ai, en période de fructification des espèces qu'on utilise, j'ai 3 équipes de collecte constituées de 4 personnes chacune qui sont envoyées aux 4 coins du territoire pour engranger la semence. Et en parallèle, je fais une tournée de toutes les associations avec lesquelles j'ai tissé des liens pour acheter également des semences. D'accord, donc les premiers interlocuteurs, par exemple, en tribu, ce sont des associations, ce n'est pas des groupements d'entreprises ou des... Ah, non, ce sont, nous on appelle ça nos mamies, les petites mamies qui fédèrent en fait. Enfin, voilà, on a généralement par localité, on a quelques femmes, souvent ce sont des femmes, qui fédèrent un petit groupe d'autres femmes ou de jeunes pour récolter et les rassembler au moment de ma tournée et tout le monde vient avec ses lots de graines et j'achète. Sans savoir à l'avance
ce que je vais acheter. Ok, en fait, c'est des questions assez précises parce que justement, Noé a eu des financements de l'Europe pour faire une étude sur le meilleur modèle économique pour la production de plants ou de graines en Nouvelle-Calédonie en milieu tribal. Donc voilà, c'est un peu la continuité, cette recoupe de ce projet-là, donc on est peut-être très intéressés pour discuter amplement avec vous, parce que je pense qu'il y a une synergie à avoir dans ces deux projets. Donc, voilà. Bien sûr. Je peux passer le micro, tu n'as pas rien à compléter. Bonjour, c'est Stéphane Macoy des Premiers Sources. Donc là, vous parlez de monoculture de 6 parcelles. Évidemment, dans le milieu naturel, ça n'existe pas. Et en général, l'objectif d'une semi-hydraulique, c'est d'avoir quelque chose qui revient à quelque chose de plus mélangé. Est-ce qu'il y a des verges à graines qui intègrent plusieurs espèces? Ou est-ce que ça a déjà été testé? Parce que c'est déjà vraiment en fait, dans l'Australie, il faisait beaucoup de monoculture au début et ils ont vu qu'il y a énormément de problèmes avec les pestes et tout ça. Parce que quand tu regroupes des espèces natives dans des concentrations fortes, en fait, il se fait zigouiller. Donc là, ils sont plutôt sur des multicultures. Alors, pour répondre clairement, on a présenté les résultats pour Postularia, enfin pour Tetraria comme ça, mais toutes nos parcelles sont plurispécifiques en fait. Pour diverses, on cherchait diverses objectifs. On a la plupart du temps une cypéracée, voire deux. Donc souvent, c'est soit les deux chenus, soit le postularia, Tetraria et les chenus. Et en guise de brise-vent, souvent, on a planté des ligneux. Donc, on a du dodonéa, des sténos, des grevillea. Et sur toutes les parcelles qu'on a mis en place avec la SLN, c'est systématiquement une espèce de grevillea au milieu de nos rangées de cypéracées. Mais c'est vrai qu'on n'avait a priori pas pensé la chose pour éviter les appréciations. C'était juste parce qu'on voulait rassembler plusieurs espèces sur un même site. Oui, je voulais compléter un peu. J'ai perdu qu'une commencé. Oui, il y a. Alors, Stéphane, tu parles de mélange, enfin de champs mixtes. Il y a quelques difficultés au champ mixte aussi. C'est l'association ligneux cypéracée, par exemple. On s'en rend compte un peu sur le terrain lorsque, par exemple, le grevillea a grandi. Alors, il faut le mettre très loin. Après, ça implique des impacts sur la éventuelle mécanisation de la récolte. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte sur la mise en place de champs semenciers mixtes. L'ombrage, par exemple, du ligneux sur des cypéracées qui sont des espèces pionnières et qui ont besoin de beaucoup de soleil pour faire de la production, ça aussi, ça a un impact. C'est des choses pour lesquelles on n'a pas obligatoirement beaucoup de recul. On a vu, enfin vous avez vu, parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller sur le terrain avec vous sur cette zone-là, mais l'impact éventuellement des grevillea qui étaient mis quand même à une distance assez importante, mais apparemment pas suffisante, puisqu'elle recouvre une partie de la bordure où vous avez des cypéracées, et puis à terme peut-être qu'il y aura un impact sur la production de graines de ces cypéracées. Donc voilà, il y a pas mal de choses, et ça fait partie un peu d'une des diapos que présentait Yves sur la fin, c'est réfléchir justement à la densité, aux espèces à utiliser, éventuelle mécanisation qui irait derrière avec les impacts que ça a sur les rangs, etc. C'est beaucoup d'éléments. Et puis, autre élément, je voulais en profiter, puisque tu as lancé le débat sur le côté plurispécifique. Il y a aussi, de mon point de vue, on en a un petit peu discuté, la nécessité de voir ces champs semenciers comme des champs semenciers communs. C'est-à-dire qu'il faudrait voir non pas des champs semenciers, comment je veux dire ça, des champs semenciers qui soient dédiés à
aux besoins d'un mineur dans la zone du mineur, etc., mais plutôt des champs semenciers qui sont répartis de manière globale sur l'ensemble du territoire, sur différents sites gérés par différents mineurs, mais qui servent à la fin à l'ensemble des mineurs dans le cadre des hydroseeding, par exemple. Ce serait, de mon point de vue, une chose qui pourrait être à réfléchir voilà. Plutôt que d'avoir justement des champs mixtes qui pourraient poser des problèmes, ce serait plutôt d'avoir des champs dédiés à une ou deux espèces. Bon, ouais. Enfin, c'est des réflexions, évidemment, hein, c'est des choses qu'on débat. Pardon, mais étant dans le sud, avec très peu d'activités minières des autres compagnies minières autour, voilà, donc là, on se retrouve avec plutôt des champs semenciers sur des zones opérées par des mineurs. Voilà. Ça, pas une seule mineure, pas nécessairement une collectivité. Sauf si ça devient des champs semenciers opérés par le territoire ou les provinces. Voilà. Une autre question. Oui, bonjour, Thomas Gaillard de Ecosophie. On fait un peu de répondre à ma question. En fait, je voulais savoir combien il y avait de champs semenciers opérationnels sur le territoire et qu'en était-il du respect de ces grands ensembles géographiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement moyen de mutualiser les efforts pour d'une part les opérateurs miniers, mais aussi pour tous les sites qui sont réhabilités? Alors, on a combien de champs c'est ça, 7, je crois. Ouais, 7. Il y a 8 plus Coné, c'est ça. 7 sur lesquels CIRAD, enfin, peut-être gérés entre guillemets par CIRAD. Donc, on a un à Tibagi, 2 sur Kawa, un sur Kyo, un autre sur Koro. Il y en a un autre sur Tirei, qui n'est pas encore opérationnel, il est un peu plus récent. Et il y en a un en cours de plantation sur Nageti. Donc on a déjà un petit panel à l'échelle du territoire de sites. Et oui, effectivement, dans le cadre de Natif, c'est la réflexion, comme disait Bruno, qu'il faut qu'on mène. Et nous, ce qui nous paraît le plus logique, c'est effectivement de pouvoir continuer à créer quelques parcelles, plusieurs parcelles, chez différents mineurs, mais effectivement, par zone géographique, que chacun des mineurs qui sont localisés dans cette zone soit d'accord pour qu'on aille collecter chez l'un pour semer chez l'autre, et inversement, parce qu'on va peut-être produire les mêmes espèces sur chacune des parcelles. Nous, ça nous paraît une solution idéale, effectivement. Là, dans la pratique, je ne sais pas. C'est de nouveau le maître d'œuvre qui nous parle. À partir du moment où on est positionné sur des démarches avec plurispécifiques à 12, 15, 20 composants, il est évident que chez chacun des mineurs, on ne pourra pas avoir, même si on met 2 à 3 plantes différentes par parcelle, pas être dans le niveau spécifique, ça je peux l'entendre. On voit bien que, économiquement, chaque mineur ne pourra pas être auto-alimenté par uniquement la production de graines qui sortent de son champ. Sinon, on a des réinterventions à 3-4 espèces. Donc, je me dis que, de fait, une utilisation, c'est ce qui se fait de toute façon aujourd'hui, CIRAD respecte les zones de réemploi par rapport aux collectes de production, mais bien évidemment, il y a aussi dans les grands ensembles, mais heureusement qu'on ne fait que des grands ensembles, on n'est pas des choses qui ne s'est pas fait en métropole, on a un label qui est monté et qui a coupé le territoire métropolitain en 9 zones, et aujourd'hui, les chantiers qui
l'obligation de l'utiliser dans la zone 5 uniquement des plantes qui ont été collectées dans la zone 5 et produites dans la zone 5. On dit qu'il y a 2 producteurs de semences. Ces entreprises, elles font comme ça, on n'a pas la capacité économique d'aller mettre des parcelles de production dans les 9 zones. Du coup, il y a des zones sur lesquelles il n'y a pas de production. Donc des zones dans lesquelles il n'y aura pas de chantier labellisé. Vraiment, il y a aussi un pragmatisme à conserver. Je pense qu'à terme, effectivement, les échanges par massif dans une zone qui vont rester sur des compositions sur les. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? En vidéo peut-être? Oui, ça clignote pas, donc ça clignote. Ça clignote pas. Est-ce que tu veux annoncer la suite du projet, par exemple? La suite du projet. Eh bien, le CNRT nous a confié cette mission de réflexion sur une période de 6 mois qui débutait grosso modo démarrage de l'action. Donc, au départ de novembre, ça veut dire qu'on doit fournir notre travail et livrer. On va parler à moi, disons à la fin du premier semestre 2022, quelque chose comme ça. Voilà, alors après la suite, c'est sur les éponges, c'est mouliner tout ce qu'on a appris, c'est peut-être aussi complété par des choses que nous n'avons pas eu l'occasion de voir, et c'est pour ça que je pense qu'on fait une équipe bien complémentaire. Voilà, donc c'est ça la suite. J'ai encore une semaine bien chargée, 3 jours de terrain à venir, avec certains d'entre vous. Voilà, merci. Si personne ne veut rajouter quelque chose, on vous remercie. Est-ce que vous souhaitez vous entretenir en particulier avec un des membres de l'équipe ou pas? En tous les cas, si quelqu'un me détendez, sinon on vous souhaite une bonne journée et merci d'être venu. Merci à tous. Merci d'être là en vidéo. Merci beaucoup. Ah merde. Au revoir. Ils disent au revoir. Hein. Ouais, c'est pas grave. Allez, faire une différence. Qui tombe comme ça. Oui. Je vois pas.